Sébastien Wagner, petite interview pour LTC Lecture. Est-ce que vous pouvez nous présenter les éditions des Parages et pourquoi? Parce que finalement, dans le paysage des éditions, il y a un paquet de maisons d'édition, notamment les éditions Serponos, enfin localement, Serge Dominique, etc. Alors pourquoi une maison de plus? Est-ce que vous avez des spécificités? Est-ce que tu as des spécificités au travers de tes éditions? J'ai créé les éditions des Parages en 2011, donc il y a 3 ans. C'était pour répondre à un besoin parce que je suis sur la formation, j'aime les ouvrages de référence et dans le paysage éditorial messin, voire lorrain, finalement il n'y a pas tant d'éditeurs que ça et des ouvrages de référence, des ouvrages de synthèse sur le sujet, un peu comme j'avais fait mon dictionnaire historique des rues de Metz. C'est plus ce qui plaît trop aux éditeurs, donc moi c'est des choses que je voulais produire. Au niveau littérature aussi, il n'y a quasiment aucun éditeur en Lorraine qui essaie de proposer de la littérature aux lecteurs et donc c'est un peu sur ces thématiques-là et puis aussi la découverte et la valorisation du patrimoine messin, mosellan et lorrain. Voilà, donc à travers ces thématiques-là, j'ai créé cette maison d'édition et puis visiblement ça répond à une attente parce qu'il y a du succès. C'est une sorte de mécénat finalement, non? Du mécénat, disons que moi j'essaie de promouvoir des idées. Après, c'est vrai que si le public répond, c'est le public qui crée un espèce de mécénat qui permet à ces ouvrages d'être publiés, à des auteurs de s'exprimer, à des idées d'être défendues. Donc tu avais commencé avec le dictionnaire des rues de Metz, c'était aux éditions Serponos si je me rappelle bien? Voilà, c'est un ouvrage qui est paru en 2009 et à l'époque l'éditeur m'a fait confiance pour le sortir, donc je le remercie, mais a eu peur jusqu'au dernier moment d'un échec commercial possible. Et en fait le succès non démenti jusqu'à ce jour, parce qu'il est encore demandé aujourd'hui. Il y a vraiment une demande sur le sujet et quand on produit un ouvrage qui est complet et on essaie de répondre aux attentes du public, le public suit. Tu peux nous expliquer un petit peu la méthodologie de ton premier ouvrage, comment tu as présenté les rues, etc., tes longues journées aux archives de Metz, municipales de Metz? Les journées aux archives municipales de Metz, c'est les soirées, les nuits à collationner un peu toutes les informations. L'idée, c'était de présenter toutes les rues de la ville, non seulement le centre historique, parce que tous les ouvrages concernant Metz ne parlent que du centre. Moi, je partais du principe que la ville de Metz, c'est des communes rattachées comme Borny, Magny et Vallière, ou Sablon devant les ponts et Plantière-Queuleux. Donc, il fallait parler de toutes les rues. J'ai pris toutes les mêmes rues. À l'époque, il y en avait 1103. Et pour chacune, j'explique, je fais l'histoire de la rue. Alors, certaines ont une histoire très, très récente. Et pour toutes, en tout cas, j'explique le nom, les noms que la rue a portés au cours des siècles. T'as une petite anecdote croustillante relativement à une rue que tu te rappelles? Il y a beaucoup d'anecdotes. Il y en a une qui est assez grivoise. C'est l'actuelle rue d'Alger. C'est une petite rue qui monte du pont Saint-Georges vers la colline Sainte-Croix, vers Sainte-Ségolène. Et avant 1830, donc, au moment où elle a pris ce nom de rue d'Alger, elle s'appelait Jetant le cul, parce que c'est des rues très pentues. Et c'est vrai que si on la prononce un peu rapidement, on peut imaginer des gauloiseries avec. D'accord. Donc là, ton deuxième ouvrage, c'est bien le deuxième ouvrage, hein. Tu t'es attaqué à ce qu'on appelle un atlas historique de Metz. Donc là, tu t'auto-publies, hein, d'accord? Et tu fais ça en corrélation avec Julien Trapp. Julien Trapp, c'est né comment le fait d'avoir envie de travailler avec Julien Trapp? Alors, Julien Trapp, on a fait connaissance à l'époque où je préparais mon dictionnaire historique des rues de Metz. On passait tous les deux nos journées aux archives municipales, lui pour sa thèse et moi pour mon dictionnaire. Et on s'est rendu compte en fait de la même chose, c'est que l'université de Metz ne travaille plus sur l'histoire de la ville de Metz. On a beaucoup de profs TGV ou des profs qui s'installent mais qui ont des sujets de recherche qui ne sont pas messins. Et donc on a commencé à évoquer l'idée d'un atlas parce que c'est qu'en niveau cartographie c'est très pauvre. Et l'atlas ça a progressivement pris forme. Ça a mis 4 ans quand même. Il a dirigé l'histoire de la ville jusqu'à l'époque médiévale. Moi j'ai dirigé depuis 1552 à nos jours. Et on a fait appel à une quinzaine de collaborateurs pour rédiger des notices. Beaucoup de jeunes chercheurs, hein, parce que je suis le plus vieux de la bande. Et c'est la jeune génération qui a utilisé un petit peu les moyens technologiques, notamment par la cartographie, mais aussi des reconstitutions en 3D de certains monuments emblématiques qui ont disparu, qui permet d'offrir aux... Par exemple, on a reconstitué l'amphithéâtre. On a beaucoup parlé de l'amphithéâtre lorsque Pompidou a été construit. Il y a un quartier qui pousse autour de Pompidou à l'architecture plus que douteuse.
nébuleuse, mais ce quartier s'appelle quartier de l'amphithéâtre. Et pour la première fois, on a reconstruit en 3D l'amphithéâtre comme il devait être à l'époque. On a avec certaines incertitudes, mais c'est basé sur les fouilles, c'est basé sur des 25 000 personnes. On est toujours sur 25 000 personnes, et c'est vrai que c'est l'équivalent de Saint-Symphorien. C'est surtout pour l'époque le 6e de l'Empire romain. Le premier c'est Colisée, donc c'est dire comme la taille, sachant que Trèves, qui est à 90 km, qui a été capitale de l'Empire romain à partir du 3e siècle, avait un amphithéâtre plus petit. Et donc il y a d'autres constitutions comme l'enceinte gauloise ou carrément le cloître qui était place d'Armes devant la cathédrale, un cloître qui était reconstitué à partir aussi d'éléments, et c'est la première fois, c'est une première mondiale on va dire, de reconstituer en 3D de ces éléments. L'architecture de cet ouvrage, c'est comment? Tu peux nous le présenter? Oui, alors l'idée c'est vraiment de présenter les 2 millions d'histoires de la ville, plus les millénaires qui ont précédé avec les résultats des fouilles. C'est présenté de manière chronologique, c'est qu'on a vraiment 5 grandes parties dans l'ouvrage. Il y a un code couleur en plus qui évoque ces parties, et chaque chapitre dans les parties fait 3-4 pages. C'est relativement court, avec une carte synthétique, avec des éléments destinés au grand public. Le nom Atlas. Atlas, voilà, tout à fait. Il y a vraiment 80 cartes inédites qui ont été réalisées uniquement pour l'Atlas, et puis une iconographie aussi qui est très rare, voire inédite, de documents qu'on a été chinés aux archives municipales, au musée de Metz, aux archives départementales. Pour inventer. Et pour alimenter, pour alimenter l'ouvrage. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir ces institutions patrimoniales qui nous ont ouvert leurs portes de manière très chaleureuse, et je les remercie encore à cette occasion. C'est lesquelles par exemple ces institutions patrimoniales? Archives départementales, municipales, musée de la Cour d'Or qui nous avait laissé vraiment déambuler dans les réserves interdites au public, et médiathèque de Meuse. Il y a 21 km de stockage, je crois, dans les silos. Voilà, c'est remarquable, et puis il y a des choses qui dormaient, faute d'avoir des chercheurs, faute de temps, faute d'un certain nombre de critères. Ça représente combien d'heures de travail? C'est combien de mois, combien d'années éventuellement? Le projet en lui-même a mis 5 ans quasiment à aboutir. Maintenant, ça a été 2 grosses années de gros boulot, de rédaction, de recherche d'informations, d'essayer d'être le plus cohérent possible, parce qu'il a fallu il y a une quinzaine de rédacteurs, donc il faut que les notices soient cohérentes en termes d'information. Une quinzaine de rédacteurs, voilà, qu'il n'y ait pas de redondance non plus dans l'ouvrage, essayer d'équilibrer l'iconographie, et puis coller aussi aux dernières découvertes, notamment archéologiques, qui sont prises en compte dans l'ouvrage. Toutes les illustrations, c'est quelque chose que tu as fait toi avec ton équipe là? Je vois, il y a de sacrées reconstitutions là. Les reconstitutions de murailles, choses comme ça. Les reconstitutions ont été faites notamment par un jeune garçon qui s'appelle Nicolas Gassot, qui est un infographiste de talent et qui a travaillé des heures et des heures pour synthétiser en images de 3D toutes les informations qu'on lui donnait, soit sur l'amphithéâtre, soit sur le coin de la cathédrale ou la place Saint-Louis à l'époque médiévale. C'est un travail tout à fait remarquable, et c'est bon, on a cette équipe. Tous ne sont pas intervenus au même plan, mais on a réussi à créer une dynamique au niveau messin, et ça c'est tout à fait intéressant, mais c'est un travail très 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 lourd, ce qui explique qu'il ait mis autant de temps à aboutir. On est soulagé après un boulot pareil là, une fois qu'on a accouché d'un bel ouvrage comme ça? Il y a un soulagement en se disant voilà, on est au bout, et ce qui est d'autant plus remarquable, c'est l'accueil du public. Ça a été la plus grosse vente en régionalisme, et même tout court je crois, sur les librairies messines pour les fêtes de Noël. Donc ça a été vraiment combien de ventes à peu près? Il y a eu 1000 ventes en un mois et demi, et donc on a réédité l'ouvrage, et il continue à s'écouler, donc il y a vraiment une demande, et on a beaucoup de retours très positifs disant enfin un ouvrage qui présente la ville de manière un peu didactique, avec de la cartographie, avec des éléments pour qu'on puisse s'y retrouver, parce que souvent les ouvrages concernant l'histoire de la ville, c'est des gros pavés, on vous donne des centaines d'informations, on ne sait pas où ça se trouve, on ne sait pas comment les retrouver. Et c'est aussi le mûrissement pour aboutir à cet ouvrage, et la satisfaction que le public soit content. Notamment Jean-Marie Cuny, il a fait un bon écho dans sa revue Lorraine Populaire ou pas? Nouvelle revue Lorraine Populaire?
c'est en cours, c'est vrai qu'il y a toujours un décalage dans le temps par rapport à la parution, mais c'est vrai qu'avoir le soutien d'avoir certaines publications locales, notamment celle de Jean-Marie Cuny, qui est un ami et qui défend les mêmes valeurs que moi, c'est vrai que ça fait chaud au cœur parce que non seulement, bon, c'est pas du copinage, mais parce qu'il défend aussi un travail de l'identité lorraine. L'identité lorraine et puis des travaux de qualité. Et quand les deux sont réunis, c'est formidable. Le prochain ouvrage, c'est quoi alors? Le prochain ouvrage, il est déjà paru. C'est en fait un ouvrage sur les portes d'habitation à Metz. On appelle les portes d'antan. Il y a une 50aine de portes qui ont été dessinées par Philippe Bernard Michel, qui est un artiste du dimanche, comme on dirait, mais qui a un très, très bon coup de crayon et qui un jour s'est retrouvé immobilisé suite à un accident et il s'est amusé à installer sa chaise pliante devant les portes anciennes de la ville. Elle est dessinée et moi j'ai accompagné l'ouvrage de notices, donc il y a une 50aine de notices qui présentent à la fois l'histoire de la porte et la porte dans sa rue, dans son immeuble, et j'ai une petite présentation aussi présentant l'intérêt et puis même toute la symbolique liée autour des portes, une symbolique qu'on oublie trop souvent. Pas trop déçu par les résultats des élections municipales? Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais... Les élections municipales, la déception a été au niveau de la campagne en elle-même. Si on compare à une ville similaire comme Nancy, où il y a eu un véritable projet politique l'un face à l'autre, et vraiment deux candidats qui proposaient des projets. Là, à Metz, on a eu une absence de campagne qui a laissé les Messins sur leur faim. Et au niveau du patrimonial et culturel, là, la déception est grande. On attendait après, on a eu un adjoint à la culture qui n'était pas forcément au poste où il devait l'être, et donc bon, ça s'est passé tant bien que mal. On pensait avoir pas forcément un professionnel, mais quelqu'un du sérail qui connaisse un peu les aspects. Là, on a quelqu'un de neuf, donc on est un peu dans l'expectative. On va voir ce que ça va donner, mais c'est pas un signal fort qu'on aurait pu imaginer après pour un nouveau mandat. Toujours des affiches sur comment dirais-je, l'office de tourisme de Metz. La mairie elle communique toujours à cet endroit-là. Voilà, ça c'est un détail, mais c'est vrai qu'utiliser un monument historique comme calicot publicitaire, c'est un peu dommageable. Mais s'il n'y avait que ça, moi, ce qui me rend le plus malade, c'est qu'on est en 2014, c'est les 1200 ans de la mort de Charlemagne. C'est lui qui a installé la race des Carolingiens. Donc, tout le monde a appris à l'école, la mérovingiens, carolingiens, capétiens. La nécropole royale des Capétiens est à Saint-Denis à côté de Paris, celle des Carolingiens est à Metz entre Bon-Secours et Sainte-Thérèse. On va réhabiliter l'île au Bon-Secours et il n'y a pas une seule ligne pour communiquer sur Metz, nécropole et Carolingiens, et ça fait partie des choses qui m'empêchent de dormir. Autre question, donc le futur ouvrage, le dernier ouvrage c'est sur les portes, ça j'ai bien compris, leur mise en valeur, etc. Et éventuellement dans le futur proche, il y aura quelque chose de prévu ou pas? Oui, il y a un ouvrage que je prépare sur l'identité de la ville. C'est un thème qui m'est cher et je constate pouvoir tester un petit peu certaines problématiques que je développe dans mon ouvrage, qu'il y a urgence en la matière. Et comme je dis toujours, demander à un Messin s'il connaît le saint patron de la ville, s'il connaît la devise de la ville, s'il connaît les armes de la ville, sa signification. Il n'y a pas un Messin sur 10 capable de répondre à ces questions. Donc je pense qu'il est urgent de redécouvrir son identité. Est-ce que ce serait bien de créer un parallèle de Pompidou à Louvre-Metz? Sachant qu'il y a encore des stocks, on va dire, d'œuvres qui pourrissent sous les toits du Louvre. Alors, techniquement, je pense que c'est absolument pas possible, sachant qu'on a déjà eu Pompidou et qu'on n'arrive pas à le financer, donc il y a déjà la question de financement de Pompidou. C'est vrai qu'à choisir entre Pompidou et le Louvre, j'aurais eu quand même une préférence pour le Louvre, parce que Pompidou est une coquille vide, qui ne répond absolument pas aux attentes locales, c'est-à-dire que c'est un centre d'art qui est implanté à Metz, mais pourrait être installé n'importe où ailleurs dans le monde, il aurait absolument la même problématique et les mêmes expositions. Il n'y a aucun partenariat qui est mis en place avec les institutions patrimoniales locales et les acteurs locaux, c'est vraiment dommage. Donc accueillir une autre institution française, c'est pas à l'ordre du jour. Par contre, permettre
reconnaître déjà notre musée municipal qui posait des collections exceptionnelles. Tout à fait, ouais. L'expo Regard, l'exposition Regard, c'est une exposition sur l'art contemporain, les collections du musée de Metz, qui valent largement une exposition de Pompidou. En plus, le prix n'est pas tout à fait le même d'entrée. C'est une exposition de très grande qualité qui présente notamment des cartons préparatoires et des dessins préparatoires aux vitraux de Villon dans la cathédrale de Metz. Et le hasard a voulu qu'un ouvrage sur le sujet paraisse aux éditions des Parèges par Christian Schmitt. Et on a retrouvé à l'occasion du livre des dessins préparatoires qui sont exposés pour la première fois. Donc on a des trésors dans le musée de Metz, mais il y a aussi des trésors de 2000 ans d'histoire. C'est un musée qui est vieillissant, et c'est pas un 20 mots de le dire. Donc il y a une nouvelle volonté qui a été mise en place grâce au nouveau directeur Philippe Brunella. Il va y avoir une nouvelle entrée qui va permettre d'ouvrir le musée sur la ville. Jusqu'à présent, le musée était considéré comme un sanctuaire, et un sanctuaire n'a pas envie d'y rentrer. Donc là, il y a cette volonté-là, un peu figée, et puis de refaire le parcours muséographique, parce qu'aujourd'hui, on s'y perd dans ce musée. Quelqu'un qui a 1 heure devant lui, il est obligé de se taper 3 heures de visite. Quelqu'un qui a 3 heures de visite se perd dans le dédale. Donc l'idée, c'est de prévoir des visites pour des gens qui ont peu de temps, d'autres qui ont beaucoup de temps, d'autres qui veulent revenir. Ici, il a été beaucoup plus clair, et une accessibilité aussi plus grande, que ce soit pour les fauteuils roulants ou simplement des poussettes. Il y a des escaliers partout, et ça gêne considérablement les visites. Mais il y a des trésors là-dedans, il faut les mettre en valeur, et pour les mettre en valeur, il faut que le pouvoir politique mette les moyens. À propos de trésors à mettre en valeur, je rebondis toujours sur mon Louvre-Metz. Il y a par exemple les herbiers du Louvre qui sont à mettre en valeur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, non, mais ça, il y a des choses à mettre en valeur, c'est pas ça qui manque. Hein. Quand on voit, je reviens au musée de Metz, quand on a les collections d'histoire naturelle qui ne sont plus montrées au public depuis plus de 50 ans. Ouais. Tout est là. On a la collection Job, le fameux dessinateur de l'épopée de Napoléon. La salle n'est plus en place. Le musée de Metz, c'est 7 musées réunis. Et actuellement, il y a 4 musées en eux-mêmes qui ne sont pas présentés. Il y a une salle de l'école de Metz depuis 4 ans seulement. Seulement, l'année dernière, étaient présentées les œuvres de Migette. Donc on a un déficit en termes d'exposition, parce que le musée manque de place de salle d'exposition, manque de personnel, manque de moyens. Les choses sont en train de se résorber petit à petit, mais le musée est sous-utilisé actuellement. Pour rebondir sur toi, tu es toujours dans le journalisme, toujours à France Bleu Lorraine. Tu fais quoi comme émission actuellement? Alors avec France Bleu Lorraine, j'interviens très ponctuellement, parce que les émissions patrimoniales ont été suspendues pour être remplacées par des choses un peu moins locales. Par contre, j'ai une chronique hebdomadaire sur Radio Jéricho tous les mardis matins à 9h-10, où j'évoque un point d'histoire de patrimoine local. Et j'interviens assez régulièrement sur les médias locaux, mais de manière plus ponctuelle. Tu es toujours appelé, on fait toujours appel à toi pour tout ce qui est histoire au niveau de Metz, les rues par exemple, sur le Républicain Lorrain, choses comme ça? Alors depuis que j'ai créé ma maison d'édition, le Républicain Lorrain fait beaucoup moins appel à moi, curieusement. Bon, il y a eu une série l'été dernier sur les grandes dates de l'histoire messine où je suis intervenu. Et c'est vrai que je multiplie les conférences, j'en ai fait encore une hier pour une association sur le développement de la ville, sur son histoire, et c'est vrai que c'est des choses qui intéressent les gens. J'ai une approche des choses aussi qui change, c'est que j'essaie de ramener l'histoire au niveau des gens, donc c'est pas de la vulgarisation vulgaire, mais c'est vraiment essayer si c'est pour évoquer la vie à Metz au Moyen-Âge, sans que les gens puissent faire un parallèle avec la leur, il n'y a aucun intérêt, mais leur expliquer quand ils se promènent dans une rue ou dans un bâtiment, qu'à tel endroit un roi est passé, qu'à tel endroit on a décidé telle chose, ça parle beaucoup plus, et il y a des effets secondaires. Toi qui défends l'identité lorraine, tu serais pour une sorte de Puy du Fou lorrain, avec des spectacles relativement à la danse lorraine, tout ce qui est culture lorraine, quoi? Ah bah évidemment, si on imagine l'argent qui a été perdu dans Skylander, je pense qu'on aurait pu avoir l'équivalent d'un Puy du Fou. Mais encore faut-il avoir des élus qui ont de la mémoire, ce qui n'est pas le cas en Lorraine. Il y a un gros déficit à ce niveau-là. Quand vous voyez la communication qui est faite par le conseil régional, vous cherchez l'identité lorraine là-dedans. La Moselle défend une identité vraiment mosellane depuis peu, même si je pense notamment au bilinguisme passe complètement à côté. Et la ville de Metz, je préfère ne pas en parler parce qu'il n'y a plus rien de local. Merci Sébastien. Merci.